Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une analyse des cartes de Palworld TCG 7.1. Ça va être une vidéo un petit peu complémentaire par rapport à ma dernière vidéo, où j'ai un petit peu montré les cartes des decks 1 et 2 et quelques exemples de règles et de gameplay. Donc là aujourd'hui on se retrouve pour une analyse des cartes rouges et bleues. Alors je vais commencer par les cartes classiques. Donc comme vous pouvez voir, j'ai désactivé les cartes Lucky. Car pour rappel, c'est des cartes qu'on peut avoir qu'en 8 exemplaires. Et sachant qu'on peut avoir que 4 cartes identiques par deck, ça laisse un choix assez stratégique et assez décisif sur la construction du deck. Donc pour l'instant, je préfère vraiment me concentrer sur les cartes un petit peu classiques et après revenir après sur les Lucky rouges et les Lucky bleus. On va commencer par la première carte, donc Gobelin Ignis. 4 pour 400 et 2. Elle a en effet continu, donc tant qu'elle est sur le terrain face recto, tous nos autres pales rouges obtiennent plus 300 de puissance. Et là, on précise bien le mot autre. Donc ça n'inclut pas elle-même. C'est une carte, du coup, qui est assez agressif. Et comme j'avais déjà dit sur le deck 1, rouge va plutôt être agressif, combat, contrôle via les dommages. Donc c'est une carte qui peut être très très intéressante, mais qui va être très très dure à protéger parce que par rapport à son coût, c'est pour l'équivalent, c'est une carte qui pourrait potentiellement être de coût 3. Donc c'est une carte qu'il va falloir protéger avec ces petites créatures. Après, généralement, pour rentabiliser cet effet, on va plutôt jouer des cartes qui coûtent entre 2 et 3. Donc si on veut vraiment un deck assez agressif, il faudra vraiment se tourner sur un deck vraiment aggro, petite créature pour la défendre, taper vite. Ça pourrait peut-être être comboté avec bleu du coup. Vert, ça va être un peu plus compliqué vu qu'on est plus sur des cartes assez lentes et défensives. Mais par exemple, on voit quand même qu'il y a pas mal de cartes qui coûtent 2, sans compter les cartes du starter qui ne sont pas affichées. En deuxième carte, on a le Reptiro. Quand elle est déployée, on obtient 3 de bois. Et en action, donc une fois par tour, on peut consommer 3 de bois. Donc on peut faire son effet immédiatement quand elle arrive. Donc c'est intéressant parce que l'effet peut être activé immédiatement, mais on peut la réutiliser à chaque tour. On regarde les 5 cartes au-dessus de son deck. On choisit un équipement, un gear, coûte 8 ou moins, et on peut le déployer. Donc elle tape quand même pas trop mal pour 8. Les dégâts sont corrects, mais ça va vraiment être une carte 2 en 1. Donc on va pouvoir chercher des gears, des équipements. Hop. Par rapport au gear, qu'est-ce qu'on a là? C'est tout ce qui est structure. Alors je reviendrai un petit peu sur les gears. Mais en termes de rentabilité, par exemple, on a le Pump Action Shotgun. Alors on va un petit peu se spoil quand même. Je vais aller chercher quand même tous les gears. Après je pense que j'y referai référence un petit peu. Mais pour rester sur le rouge, il y a cette carte-là par exemple, on y reviendra. Mais ouais, sur les gros coups, on va peut-être tabler sur le Refine Metal Spear, le Shotgun. Après là, je parle vraiment en termes de prix, je regarde pas trop les coûts. D'ailleurs, je vais mettre en rouge-bleu. Le Foxpark, ça c'est un de mes pales préférés dans le jeu. Brave, donc en gros c'est que quand il attaque, elle a 300.
jusqu'à la fin du tour, donc ce qui est quand même assez agressif. Vraiment, on tape du 500 pour 2, mais c'est une carte qui va être fort pour taper, mais qui va être très, très faible, à défendre. Enfin très, très compliqué à défendre, mais c'est un peu le principe de rouge et on a déjà une mécanique qui fait qu'elle peut taper déjà, à 800. À 800 voilà, potentiellement, voilà. Pour 2 tu peux faire une frappe à 800 et qui si tu regardes globalement, tu peux peut-être aller chercher des cartes qui coûtent potentiellement 5. Alors pour 5 on a le Kixun, un pal qui a 400 de puissance, qui semble du coup à première vue assez faible. Et puis et un strike de 2. Donc pour l'instant, faut voir son effet. Donc quand on le déploie, on choisit un pal qui coûte 7 ou plus et on lui inflige 1 200 points de dégâts. Donc oui, là, on comprend du coup la justification de la puissance qui est assez faible. Après, ce qui est intéressant avec ces cartes, c'est que c'est limite un événement qui va infliger 7 points, 1 points de dégâts et qui va te permettre de déployer une carte. Après, on rappelle que la puissance, c'est aussi les points de vie d'une carte. Donc on peut aller chercher une carte qui coûte 1 600, et ce qui est déjà énorme. On peut vraiment aller chercher beaucoup de grosses cartes. Et sachant que si on inflige 1 200 points de dégâts, on réduit aussi l'attaque des 1 200 points. Donc on peut rendre vraiment une carte, je vais remettre ça, mais on peut vraiment mettre, une grosse carte en plus facile, à tuer. Bon là, on spoil un peu les Lucky, mais voilà, pour 5 on met à 200 de puissance PV une carte qui en vaut 8, et avec la carte qui en vaut 5, tu peux aller la chercher sans la tuer. Donc c'est une carte qui est quand même très sympathique, mais encore une fois, c'est limité qu'au pal qui coûte 7. Donc ça peut être une carte de late game qui sera peut-être pas forcément utile en début de partie, qu'on sera peut-être très content d'avoir, en la piochant plus tard. Et c'est sûr qu'en début de partie, selon la main, cette carte peut justifier un mulligan. Après on a le Sparkit. Donc pour 3, elle a 401, ce qui semble être des stats quand même assez correctes. Et là, en déploiement, on choisit un palais. Alors stand, stat. Stand, je crois que c'est redressé. Redressé ou incliné, je vais vérifier ça juste après. Et on applique 60 points de dégâts. Donc ce qui est quand même, je crois que stand c'est actif. Donc il est pas terrible, mais je crois que c'est actif. Donc ça peut être intéressant, mais il va falloir voir parce que généralement quand on va déployer un pal, on va soit l'assigner, donc on va l'incliner. Le seules occasions où on peut on va dire, toucher, un pal actif, donc redresser, c'est quand il servira de bloqueur. Parce qu'on rappelle que toutes les cartes ont la capacité bloqueur. Pour ceux qui jouent à One Piece, c'est si tu es la cible d'une attaque, toi ou tes pals, tu peux incliner un de tes pals, donc debout, pour que ce soit la cible de l'attaque. Donc c'est une carte qui est quand même très intéressante pour, être sûr d'infliger des dégâts, de taper, en éliminant les petits pals qui pourraient potentiellement nous bloquer l'attaque.
ce qu'on rappelle que quand même, après, pour 500, on a quand même un bon pool de cartes. On fera quand même un tour global, mais si on regarde un petit peu, pour 500, j'en ai quand même les autres couleurs, mais sur tout ce qui est pâle, 200, 105, 400, 4 pour 500. On peut quand même toucher quand même pas mal de pales, de petits coups, donc je pense que c'est quand même aussi l'objectif de la carte. Univolt, 4 pour 600. Pareil, on attaque. Elle va gagner 300, donc elle peut passer à 900, ce qui va vraiment être une carte très 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 forte, comme son prédécesseur. Pour aller gérer les créatures un petit peu galère, elle tape quand même à 2. Donc oui. Ce qu'on voit déjà pour l'instant sur le global, c'est qu'on a des cartes qui peuvent monter en puissance, mais qui vont pas taper très très fort sur les points de vie. Donc à voir si pour l'instant le deck va peut-être manquer un peu de consistance en fin de partie, mais c'est généralement le point faible, le point faible des cartes aggro, qui sont généralement très explosifs en début de partie, mais qui vont après avoir un peu de mal sur les pales en milieu, fin de partie. Carte suivante, le Ruby, une 2 pour 2. Serious, donc on l'assigne, donc on l'incline. De mémoire, je pense que c'est ça aussi pour les cartes un petit peu genre comme on insigne dans les structures. Donc on incline la carte et on choisit un pal qui obtient 400 de puissance. Donc c'est quand même intéressant parce que euh, par rapport à la valeur de la carte, on gagne quand même plus de 200. Alors la carte va être facile à aller tuer pour l'adversaire, mais c'est un effet qui est en, en permanence, qu'on peut faire vraiment à chaque tour. Donc c'est une carte qui peut potentiellement forcer l'adversaire à la taper, mais on peut vraiment faire des grosses frappes. Après, ça coûte quand même un peu cher, mais si on a déjà ces cartes-là actives, celle-ci, elle peut taper à 500, donc voilà, potentiellement pour 4, on peut faire une frappe à 900, ce qui est quand même très très fort en termes de valeur de carte. Mais encore une fois, on peut vite tomber à court de cartes, parce que gérer les cartes adverses, c'est bien, mais au bout d'un moment, l'adversaire va poser des grosses cartes, on pourra pas protéger nos pales. Et c'est vrai que même si c'était des tables de 1, Flambelle 3 pour 400, c'est des stats corrects. Quand on la joue, on obtient 2 de bois. Simple, efficace. Pour l'instant, les cartes qui génèrent des ressources sont assez rares. Pour l'instant, la mécanique bois, enfin, ressources, j'ai encore un peu de mal. Alors peut-être sur le reste de la partie, enfin, les ressources sur les prochaines extensions. Après avoir, parce qu'on part quand même un petit peu de tempo, parce que pour poser du bois, il faut des cartes qui en génèrent, même si on peut penser aux reptiles, mais les structures en consomment, c'est des cartes qui peuvent nous, sur l'instant T, nous faire ralentir un peu le tempo. Ensuite, carte suivante, Pyrrhine, une vanille à 6200. Elle a comme des très bonnes stats, Strike à 2. Pas grand chose à dire, c'est une carte qui peut être vraiment sympathique par ses stats, même si elle n'a pas vraiment d'effet, mais comme c'est une couleur qui manque de puissance globale,
peut être une carte intéressante à avoir peut-être en x2 peut-être. Le Blaze Hall, donc voilà, une carte quick, donc la petite flèche qui l'indique. La interrupt, on rappelle que depuis la main, donc un quick, on peut payer un et défausser cette carte, ou défausser cette carte et notre carte, donc ça permet d'avoir 2 options, qui peut être sympa pour rouge, vu qu'on joue assez agressif, on va peut-être utiliser peut-être tous ces cartes soul ce tour-ci. Et on nullifie l'attaque de contre nous, contre un de nos pals. Mais ça, c'est une carte qu'on rentre en plusieurs exemplaires. Après, est-ce que 7 c'est pas un peu trop cher? Mais d'un côté, ça permet d'avoir de la puissance. Je crois qu'il y a des interrupts qui coûtent un peu moins cher sur d'autres couleurs. Mais c'est une carte qui va être intéressante, mais pareil, sur un deck agressif, ça va pas être forcément intéressant de protéger ses pals. Peut-être le joueur, éventuellement. Mais sur un deck agressif, tu perds une 7 pour protéger des petites cartes, ça semble pas intéressant. Là maintenant, on va passer aux structures, qui sont donc des bâtiments qui restent sur le terrain tant qu'elles ont de la durabilité. Et ce n'est pas de la puissance. Donc elles ne peuvent pas contre-attaquer. Donc, mais par contre, ça prend quand même 4 de coups pour la Mountain Machine Gun, qui a comme effet qu'une fois par tour, on consomme X de bois et elle assigne un pal pour infliger à un pal 500 points de dommages qu'on va répéter autant de fois qu'on a consommé de bois. Donc si on a consommé 3 de bois, on infligera 3 fois 500 points de dommages. Et est-ce que c'est une carte qui vaut le coup? Ça coûte quand même 4. Ça se fera peut-être pas tuer au tour où on la pose, mais il suffit que l'adversaire pose un gros pal pour qu'on la perde, mais ça peut peut-être temporiser un tour, mais je trouve ça compliqué de faire survivre ça, parce qu'on perd quand même potentiellement un tour pour la jouer, mais ça peut faire quand même de gros dégâts. Il faudrait vraiment qu'on teste ça, mais du point de vue, c'est vrai que ça va pas. Faut voir les decks adverses, mais c'est une carte qui, si on n'a pas forcément l'avantage, ou que l'adversaire a déjà posé des grosses cartes, qui peut se faire détruire sans aucun risque, même si on peut toujours l'utiliser dès qu'on la joue. Si on a 3-4 de bon, on peut potentiellement one-shot une carte, mais faut voir. Faut voir. Là, sur papier, ça peut être intéressant, mais on peut potentiellement one-shot un pal, mais il y a quand même des conditions, avoir les bonnes cartes au préalable avant. Donc c'est affaire à suivre. Deuxième carte, Primitive Furnace. Heu, Carte intéressante. Pour tr Ça fait quand même penser à la carte qu'on avait vue sur le deck de base, où pour un tu avais le même premier effet, donc contre un pal, 3 bois, pioche 1, et on peut consommer, X bois pour réduire le coût d'une carte, équipement qu'on va jouer durant ce tour, mais avec, une base quand même de 1. On pourra pas mettre, comme ça indique, un gear à 0. En début de partie, c'est pas une carte qui va se faire forcément chercher. Je pense que potentiellement, elle peut tenir 2 ou 3 tours. Ce qui est bien, c'est qu'on peut la jouer en début de partie et profiter quand même de cet effet. Et si jamais on peut la jouer quand même plus tard, pour quand même activer cet effet-là, mais sachant qu'elle coûte quand même 2, pour la rentabiliser, il faudra quand même consommer au moins 3. Au moins 3 pour avoir une value de +1. Si on veut activer l'effet le tour, où on la pose, ça serait quand même une carte qui est quand même intéressante. On a quand même comme j'ai dit, on a quand même des cartes qui peuvent générer du bois, ou même sur le ST1
des cartes qui en génèrent. Là, une carte qui est sympa, le Flamme Cauldron, une 2 900, donc un peu plus de points de vie. Continue, tous nos pales rouges ont plus de 100 et quand on déploie un pal rouge, on a du bois. Donc c'est un effet qui est permanent, mais ça force quand même un peu à jouer pas mal de pales rouges. Mais après, si on joue un deck agressif, c'est ça souvent le rouge qu'on va jouer davantage, mais on peut quand même générer du bois si on joue des cartes, tu vois, avec des cartes qui coûtent 2, genre sur le Foxparks, le Ruby. Si je vais sur le TD1, il y a le Joltog. Tu un autre Foxpark aussi, mais ça, je vais y revenir. Mais pour l'instant, c'est une carte qui est quand même intéressante à voir au 7-2 quand il y aura peut-être un peu plus de choix de cartes. Mais sur des cartes comme le Foxpark qui passe à 400 plus 300, donc on est sur du 500. Pareil pour l'Univolt qui passe à 1100. Donc on a vraiment des petites cartes qui peuvent faire très mal, mais il faut vraiment avoir le setup qui va avec. Alarme belle, on assigne un pal en payant un et on redresse tous nos pals assignés ce tour. Et jusqu'à la fin du tour, on peut pas assigner d'autres pals et les pals doivent attaquer si possible, même ceux qu'on a déployés après avoir, activé cet effet de carte. Donc c'est une carte qui est surtout une carte de finish. Après on peut penser simple à des petites combinaisons genre ici, mais pareil, enfin setup, mais on peut générer du bois, assigner un pal pour jouer après un équipement qu'on verra après et le faire taper. Ou par exemple, avec la machine gun, faire des dégâts sur un pal, comme un pal avec provocation, ou qui peut potentiellement bloquer, et après tout mettre dans la tête. Le Foxpark harnais, un équipement, donc l'équipement ça reste sur le terrain, c'est pas ciblable au combat, on peut les tuer par des effets. On choisit un pal, il a 200 de puissance jusqu'à la fin du tour, effet un peu classique. Mais si le nom du pal est Foxpark, il obtient jusqu'à la fin du tour l'effet en attaquant. On choisit un pal et on inflige 500 points de dommages. Ce qui est sympa, c'est que on choisit un pal. C'est pas forcément la cible de l'attaque. Donc sachant qu'il est de base, il avait 500, on peut frapper à 1200, voire même 1400, vu qu'il y a quand même le boost des 200 points d'arnée. Et entre le Cauldron, le Ruby ou le Gobelin, pareil, il faut du setup, mais on peut aller chercher vraiment de grosses cartes juste pour 2 ou 3 ou pour 5. Enfin, 2 et 3, ça fait 5. Le Pump Action, qui est une très bonne carte. On choisit tous les pals adverses et on leur inflige 1200 points de dommages. On rase toutes les petites cartes adverses. Et les grosses créatures sont beaucoup plus abordables. Sachant qu'une carte même qui dépasse les 1600, c'est quand même assez rare. Et en inclinant, on peut booster un pal. C'est l'une des très rares cartes qui fait des dégâts de zone ou qui cible plusieurs pals, donc c'est une carte qui peut faire très très mal. C'est un très très bon finisher. Ça peut potentiellement contrer les decks aggro. Est-ce que défensivement ça peut être une carte intéressante? C'est compliqué parce que si on n'a plus beaucoup de pals, on va pas pouvoir létal les grosses créatures. Mais après on peut toujours faire les 2. On peut très bien filer 1100 points de dommages et jouer un petit pal suicide pour, faire entre guillemets 1400 de dommages et tuer. Ça va, pour moi c'est une carte qui peut aller en x2, 3, c'est un peu compliqué quand on voit par exemple le gear,
à 4 qui lui fait quand même pour 4 1500 points de dommages. Alors oui, c'est sur un pal, mais le coup est quand même impactant, sachant que cette carte-là, on la jouera plus à la fin. Tandis que le single shot rifle, on peut le sortir un peu plus tôt pour gérer les menaces. On a l'entre-deux pour 2, un pal, 100 points de dommage. Toujours la mécanique de plus de 100. Ça peut gérer tout ce qui est bloqueur, ou une carte un peu gênante qu'on pourrait peut-être pas cibler, ou de peur de se prendre un bloc, une provocation. Pas grand chose à dire dessus. La Sun Pickaxe, voilà. Pourtant, on reste et on booste un pal, et en plus, on gagne du bois. Pour moi, c'est une bonne carte. Si on joue de la mécanique de bois, mais est-ce que c'est un dégradement agressif? On la jouerait. Ou alors on fait un peu un entre-deux. Parce que vraiment, pour du bois, on peut vraiment générer du bois quasiment sans souci. Par rapport à des pales qui le font qu'une fois, comme la flambelle ou comme le primitif Furnace ou le Sunpit, où il faut assigner un pal, donc on perd un peu en tempo. Là, on peut le faire à chaque tour, même si c'est que du x1. La mécanique de gear, voilà, c'est intéressant, très intéressant sur ce que ça a proposé. Toujours très compliqué parce que falloir faire un choix sur les gears du 2, du 1, du 2 peut-être. Pour l'instant, pour moi, la mécanique de gear, elle est sympa, mais voir où va la méta, pour savoir si on a le temps de pouvoir jouer des cartes qui ont peut-être pas d'impact immédiat pour un coup similaire. Axel Stratégie, une carte que j'adore, qui peut pour moi rentrer en x3, x4 obligatoirement. C'est un peu pour moi une carte dresseur. Pour les joueurs de Pokémon, j'aime bien appeler ça les PNJ ou les NPC Event. Pour 4, on choisit un effet, 1552 de dégâts à un pal, comme on avait vu pour le fusil à 4 du starter. Alors il n'y a pas l'effet de reste pour booster, mais elle a vraiment un éventail de choix et de situations qui est pour moi beaucoup plus impactant. Deuxième point, on choisit X pal et on les redresse. X égale donc au nombre de guerres qu'on a. Et après on choisit tous les pals qui coûtent 5 ou plus et il ne faut pas bloquer. Donc l'adversaire doit obligatoirement bloquer avec ses petits pals. S'il avait potentiellement pris un gros pal au cas où, là il est juste bloqué. Donc on peut aller faire un potentiel létal. Mais le deuxième point est quand même intéressant, surtout qu'on a des gears qui sont vraiment pas chers. Entre le Makeshift Handgun et les Stones, qui sont quand même deux trucs qui sont quand même très abordables en termes de coût, je trouve. Voilà, après on en a 4. Et voilà. Pareil, le Fox Park, ça doit pas aller à plus que 2. Je suis même pas sûr que la carte vaut vraiment le coup. Parce que même si on peut aller la chercher, faut quand même trouver le Fox Park. Et si on est les deux en début de partie, c'est incroyable. Mais sur un retard ou plus tard dans la partie, c'est un peu compliqué. En tout cas, l'Axel Stratégie, ça représente bien la mécanique de la couleur. Faire mal, gérer et être très agressif. Treasure Chest, une carte Searcher pour le gear, ou les structures rouges, encore une fois. Pour 5, on en prend une structure ou un équipement rouge, on le prend à la main, et si jamais on n'a rien, on gagne 3 de bois. Donc c'est pas une carte qui est perdante, dans tous les cas, mais ça renforce ce côté, on va majoritairement jouer rouge. Que ce soit avec le trésor ou le flamme,
Je pense que c'est deux cartes qui vont très bien aller ensemble, mais faut voir ce qu'on aura pour l'instant dans les prochains sets. C'est peut-être une carte à aller chercher potentiellement en x4 pour avoir son carré avant que la carte explose. Maintenant, passons au Lucky Pal. Alors, Lucky Pal, donc, pour rappel, pour ceux qui n'ont pas vu ma première vidéo ou les quelques fois où je l'ai dit, on ne peut en avoir que 8 dans le deck. Donc, c'est des cartes puissantes qui peuvent nous sauver de la vie, mais c'est une manière de limiter un peu le côté puissant des cartes. Donc, va falloir vraiment faire un choix sur lesquels on prend. J'ai quand même mis les TD, j'en ai parlé que brièvement sur la vidéo découverte des, des decks 1 et 2, donc je vais quand même revenir dessus. Le genre Minted, 8 1500, 4 de, 4 de Strack. C'est vraiment une carte de destruction absolue qui, une fois par tour, en contre 3 souls ou en défaussant 2, on peut redresser cette carte. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire l'effet de défausser dès qu'on la pose, il n'y a pas de, y a pas de souci, ou alors au tour d'après, on peut très bien payer 3. Sachant qu'il y a aussi quand même un aspect défensif de la redresser pour pas qu'elle se fasse tuer, mais encore une fois, c'est pas la, c'est pas pour moi non plus le principe de la couleur ou de la créature. On peut potentiellement avoir un létal en tapant 2 fois 4, donc à 8, en essayant de que l'adversaire n'ait pas de carte lucky dans la pioche après le combat. Mais quand même, les cartes à 1500, il n'y en a pas énormément. Elle va être quand même assez dure à aller chercher. Mais si besoin, on peut toujours taper une fois pour gérer une grosse créature. Et même s'il lui reste que 200 ou 300 de puissance, bah, on peut très bien après aller taper l'adversaire pour essayer de lui mettre 4 points de dégâts. Donc c'est une carte qui est quand même assez puissante. Plus que 2, je ne sais pas. On pourrait peut-être aller la prendre en x1, mais si on la défausse par les dégâts de combat direct, ça peut être embêtant. Donc pour moi, peut-être du x2. Là, on va passer au Suzaku et déjà, on peut voir un peu la différence de puissance entre toutes les autres cartes. Alors, pour 7, en effet permanent, quand une carte rouge, donc ça limite encore le choix des possibilités, une carte rouge inflige des dommages autres qu'au combat, donc par un effet, on inflige 200 points de dommages supplémentaires. Et on a en effet déploiement. On choisit un pal et on inflige 600, donc 900 avec cet effet. Donc là, on va un peu revenir un peu en arrière. Et on va voir que ça combat très très bien avec tout ce qui est gun, qui là passe à 500. Là, on passe à 1400, ça fait très 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 mal. Mais par contre, voilà, on revient à des combos où on va jouer le Reptiro, le Flambelle. Donc on utilise vraiment cet aspect agressif pour plus ressources contrôle. Mais ça peut faire terriblement mal. Et on a aussi la carte Quick, donc en contre, qui fait passer les dommages à 500. Je veux dire, il me semble que c'est d'ailleurs le pal qui est sur l'image. Donc c'est une carte qui est quand même très très bonne. Après, elle, fait, elle offre pas mal de possibilités. Elle est entre guillemets un peu moins agressive parce que va falloir quand même faire des combos pour 7. Donc pour un mois, il y a quand même 500 d'écart. Mais c'est vrai que pour 7, on peut quand même jouer quelques cartes comme le Sparkit,
infligerait 500. Comme j'ai dit, on peut remettre un machine handgun pour infliger 500, donc on a quand même quelques choix de cartes pour profiter quand même de l'effet. C'est une carte pareil qui peut peut-être partir en x4 si on tourne autour de la mécanique, pour essayer de l'avoir. Bushi, donc c'est une carte rare, 5 puissant, qui a un effet donc quick. À la fin de la battle, quand cette carte est attaquée, on peut la renvoyer en main. Et là, donc cet effet d'interrupt, donc en la défaussant, de d'annuler une attaque. Donc c'est une carte qui est intéressante quand même. On va quand même pouvoir ça c'est, il y a un aspect plus contrôle. Contrôle et gestion du board, dans le sens où on va pouvoir aller chercher des cartes un peu faibles, on va dire, de cost 4, 4 pour Plex 5, et la reprendre en main pour la protéger, et en plus de pouvoir potentiellement sauver une de ces grosses cartes. La carte fait des choses, mais encore une fois, est-ce qu'on la prend vraiment? Et un type, il y en a déjà plein. Un type, il y en a déjà quand même pas mal sur, dans que ce soit en rouge, dans d'autres couleurs. Même si c'est une carte qui va quand même revenir cher, parce que 500 OK, mais faut vraiment la jouer quasiment à chaque tour. Au bout d'un moment, après oui, on peut l'utiliser et après la garder en main pour son effet. Mais encore une fois, c'est très, très dur de dire que la carte est intéressante dans le sens où on sacrifie potentiellement de la place pour d'autres cartes. Le Rana Hawk, encore une fois, toujours du rouge, qui elle est terrible en attaque. Tous nos pales rouges obtiennent 500 et un point de strike en plus. La carte, elle va être très, très dure à défendre, mais elle est totalement monstrueuse, sachant qu'on peut make ça aussi potentiellement. Alors pas celle-ci, mais on peut vraiment faire des petites attaques en boucle, sachant que le Ruby, il donne 400, mais c'est jusqu'à la fin du tour. Donc on peut taper 2 fois boosté avec la Limbelle qui assigne un pal et qui redresse tous les pals assignés. On rappelle le fait que le Ruby, c'est de l'assignation, donc on peut faire 2 fois son effet grâce à l'alarme. Et après, ouais, booster la puissance sera plus pour gérer des cartes. La carte est forte, elle peut elle peut potentiellement partir en x3, x4 pour être sûr de l'avoir et sûr de l'étal. Mais c'est une mécanique, on va surtout jouer du rouge. Beaucoup de rouge et peut-être, du bleu pour du contrôle, peut-être du violet. Mais ouais, rouge présente quand même pas mal de cartes où ça va surtout jouer les cartes rouges. Grisbolt, donc on l'avait déjà vu, de très bonnes stats quand même, et qui peut permettre de taper les cartes redressées. Mais encore une fois, c'est situationnel quoi. Ça va surtout être là pour jouer des gros bloqueurs, car généralement c'est très, très rare qu'on ne va pas jouer, assigner ou attaquer avec un pal une fois qu'il arrive en jeu. Donc pour moi, j'ai du mal à lui trouver une place dans par rapport à ce qu'on avait déjà vu avant pour les autres cartes rouges. Et le Blazamut, du
Suzaku qui inflige une pointe de dégâts quand il est déployé. C'est quand même des gros dégâts. Mais par exemple, même s'il y a pas les mêmes stats, pour un de moins, on inflige, on va dire, un petit peu 100. On inflige juste 100 en moins, on a un 2e effet. Ça va pas être le même, les 2 peuvent être en compétition. Si on joue beaucoup de gear, comme j'ai dit plus haut sur les cartes, elle sera peut-être plus intéressante d'avoir la Suzaku. Mais le Blazamout est beaucoup plus simple à jouer. Après, c'est une carte de structure. Tu peux vraiment aller chercher chez quasiment tous les pals de cost moyen. Quand même, c'est une grosse puissance, donc très dur à aller chercher. Donc pour l'instant, à voir les mécaniques qu'on peut avoir avec cette couleur-là. Il y a quand même de belles choses. Après, j'ai pas trop parlé du Foxpark A4 avec le harnais parce que l'intérêt a quand même vraiment une grosse value. Ce serait un petit peu triste de devoir jouer cette carte en tant que pal de combat. Mais on a vraiment beaucoup de cartes de contrôle, ou même si on n'active pas forcément les effets du Suzaku ou d'autres effets qui nécessitent du bois par exemple. Le pump est incroyable. Le single shaft est très bon. Donc par exemple sur du rouge vert, ça peut être aussi très intéressant pour vraiment avoir un deck contrôle défense. Du coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui et on va se retrouver pour la prochaine vidéo avec les cartes bleues et avec des cartes que je trouve magnifiques et qui ont aussi un très fort potentiel. Et voilà, à bientôt!